Bonjour à toutes et à tous. Alors nous vous prions de nous excuser pour ce retard. Edgar Morin est encore en séance de dédicace à la librairie. Il va nous rejoindre sous peu. Mais en attendant, eh bien, on peut déjà vous parler du festival Primavera Latina, dont c'est la 3e journée. Nous avons commencé mercredi. C'est la 3e journée et c'est aussi pour le Musée des Confluences et notre partenaire Espace Latinos, la 3e édition de ce festival. Qui s'inscrit plus largement dans le cadre de la semaine de l'Amérique latine. Et pour ça faire, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Grassin, qui est ambassadeur et qui est en charge de l'organisation de cette manifestation nationale. Donc Antoine, vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Qui entre cette année dans sa 4e édition et qui est un événement né d'une décision prise en 2011 par le Sénat de faire du 31 mai la journée de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et puis en 2014, le président de la République de l'époque dit mais une journée c'est pas assez pour l'Amérique latine et les Caraïbes, il faut une semaine. Et on va demander au ministère des Affaires étrangères de nous organiser tout ça. Donc les choses ont commencé en 2014, ça a duré une semaine, il y avait une centaine d'événements. Et puis grosso modo, chaque année on a doublé. Donc là, on n'est pas à 400, on est autour de 250 événements. Donc la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, que l'on continue d'appeler la semaine, dure en fait 2 semaines. Elle démarre en vérité ce dimanche par un événement à Paris, mais vous voyez qu'à Lyon, elle a déjà commencé. Et nous sommes heureux que le Primavera Latina soit une très belle illustration de l'esprit de la Semaine d'Amérique latine dont je vais vous parler. C'est un événement qui couvre la France entière avec des pôles importants, Lyon bien sûr, Marseille, Bordeaux, Dijon, Toulouse. Il y a également des événements à Strasbourg. Voilà, donc c'est un événement toute la France, 2 ou plutôt 3 semaines en fait, et qui regroupe un ensemble de manifestations un peu comme celles que vous pouvez avoir ici, des films, des débats, des expositions, des rencontres festives. Le dimanche 28 à Paris, nous nous retrouverons sur une péniche pour voir des artistes, danser et déguster la gastronomie. Il y aura également de la gastronomie à l'Institut du Cordon Bleu sur la Seine à Paris. Voilà, et derrière toute cette programmation assez importante, au fond, l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'avoir un moment privilégié de dialogue et de rencontre entre Français et Latino-Américains pour faire un petit peu le tour d'une façon très informelle, mais approfondie, de toutes les facettes de notre discussion. Donc des rencontres artistiques pour connaître les artistes jeunes et moins jeunes, la littérature classique et contemporaine, pour connaître l'expression de danse et de musique, et puis parler aussi de grands sujets qui sont des points de notre dialogue politique. Et à cet égard, je me réjouis vraiment du choix qui a été fait ici par l'association Nouveaux Espaces Latinos et les Musées des Confluences ensemble pour marquer cette semaine d'Amérique latine, qui sont des sujets qui nous interpellent, français et latino-américains, sur lesquels nous avons à travailler. Nous avons des intérêts communs et nous avons des intérêts communs à défendre. C'est la protection du climat et de l'environnement. C'est ces questions justement d'une croissance économique plus juste, plus ouverte, plus inclusive, comme on le dit. Je crois que c'est un hispanisme en fait, mais il a fini par passer dans la langue française. Nous avons aussi des préoccupations en matière de sécurité, de lutte contre les trafics, de lutte contre la violence. Alors Lyon est une ville très active. Bien sûr, le Musée des Confluences est un petit peu le vaisseau amiral de cette semaine de l'Amérique latine ici. Il y a aussi l'Union des consuls honoraires avec de nombreuses manifestations artistiques. Et il y a Sciences Po Lyon. J'y pense à propos du phénomène de la violence auquel il consacre un séminaire international tout à fait intéressant la semaine prochaine, ou la semaine qui suit la semaine prochaine. Voilà ce que je peux vous dire sur cette semaine. Sachez aussi, pour terminer, qu'il y a bien sûr la dimension économique qui est présente à travers 2 ou 3 grosses manifestations, l'une à l'OCDE sur le thème justement d'une croissance plus ouverte, l'autre
sur des aspects plus de perspectives économiques pour nos entreprises, qui est organisée par Business France, cette grande agence publique pour la promotion de nos exportateurs, et que ces manifestations dans leur ensemble attirent des personnalités politiques. Nous aurons ainsi 2 chefs d'État qui honoreront de leur présence les événements de la Semaine d'Amérique latine, plusieurs ministres des Affaires étrangères, plusieurs ministres de l'économie et des finances. Donc vous voyez un éventail très large, non seulement de manifestations, mais aussi de public. Merci. Alors, je peux peut-être préciser ce qui concerne le musée des Confluences et les choix qui ont été les nôtres depuis la première édition. En adéquation avec le programme scientifique et culturel de notre institution, nous avons choisi 2 axes qui nous semblent correspondre aux enjeux contemporains. Le premier axe est celui de la transition écologique et le deuxième, celui de la diversité culturelle. Et donc, depuis la première édition, nous avons porté un certain nombre de thématiques. Donc, sur la question environnementale, nous avons traité de l'Amazonie, de cet écosystème qui équilibre la planète entière. Nous avons également évoqué la question des océans, le poumon essoufflé de notre planète. Et puis, cette année, nous avons parlé énergie renouvelable et la question de cet Eldorado, en tout cas de ce qui semble un Eldorado en Amérique du Sud. Et ces tables rondes, elles suivent toujours des projections documentaires. Ici, nous projetons beaucoup de films, beaucoup de documents, parce qu'il nous semble que dans un monde de l'image, des images comme le nôtre, il est essentiel de s'appuyer sur ce type de médias. Donc hier, nous avons projeté Ismeno, le vent de la révolte, à l'exemple du Mexique où des multinationales implantent des parcs éoliens au détriment des populations paysannes. Et puis aujourd'hui, la thématique est celle donc de la jeunesse. Les années précédentes, nous avons évoqué la question de la transition démocratique, la question des mégapoles qui se développent en Amérique du Sud, mais aussi bien ailleurs. Thème de la jeunesse pour laquelle nous avons rassemblé un plateau de spécialistes. Donc la table ronde va être animée par Robert Marmoz, ex-journaliste, on peut le dire, qui a collaboré au journal Le Monde. Et puis, nous réunissons sur ce plateau 2 jeunes chercheurs. Alors ça aussi, c'est un engagement du Musée des Confluences de délivrer notre scène à des jeunes qui investissent le domaine scientifique. Eh bien, écoutez, je crois que c'est le moment. Je vais faire un complément. Sur la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, il y a un site internet où vous pouvez retrouver tout le programme, donc le détail des 240 événements, qui est Semaine Amérique latine Caraïbes, tout attaché.fr. Voilà, là vous pourrez retrouver tous les événements, dont celui auquel vous assistez aujourd'hui. Voilà, le plateau se remplit. Alors, vous dire aussi que sur ces thématiques, là, c'est le festival Prima Latina, mais le Musée des Confluences, sur ces mêmes questions, s'en empare tout au long de l'année. Nous avons un événement récurrent, un événement annuel qui s'intitule « Ici et maintenant, entre 2 COP », où là, effectivement, nous traitons toujours ces questions, à la fois de transition écologique au niveau mondial, mais aussi de ce qui se passe au plus près de chez nous. L'édition avait lieu ici au mois d'avril et nous avons eu le plaisir d'avoir en conférence plénière, comme celle-ci, le fondateur du mouvement des villes en transition, qui s'appelle Rob Hopkins, et nous avons projeté le documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui s'intitule « Demain ». Donc l'engagement du Musée des Confluences sur ces questions contemporaines, du moment présent qui décide de notre futur commun, nous semble indispensable. Et plus largement, autour de nos expositions temporaires, en l'occurrence là, nous venons d'ouvrir l'exposition Vénénum, un monde empoisonné. Nous aurons l'occasion, à partir du mois de septembre, de revenir sur ces questions de notre environnement, à travers la question de l'amiante, des perturbateurs endocriniens, de ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc tout au long de l'année, vous retrouvez, au prétexte de nos expositions temporaires ou de notre programmation plus régulière, des thématiques sur ces enjeux incontournables.
Donc il arrive. Ah d'accord. Bonjour. On est tous. Bonjour, bienvenue. Ça s'est bien passé? Ouais. Monsieur Edgar Morin, je ne vous remercie pas. Parce que s'il est vrai que le mot angine a la même racine latine que l'angoisse, je crois que je vous dois mon angine et mes quintes de toux qui ne vont pas cesser. Parce que comment est-ce qu'on peut présenter en 3 minutes quelqu'un qui a osé se faire appeler, il y a encore quelques semaines, sur un plateau de télévision, le Panthéon de la pensée, et vous n'avez pas réagi à ça? Quand même. Bon, je préfère quand même, pour vous présenter, citer une phrase que vous aimez beaucoup, c'est « Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant » d'Antonio Machado. Vous avez beaucoup marché. Et vous avez donc beaucoup créé en marchant. Je viens de découvrir, en discutant avec vous, un aspect de votre vie que je ne connaissais pas, puisque toute votre vie aussi a été profondément marquée par l'engagement dans la résistance. Et je viens de découvrir qu'en fait, il y avait une année de cette résistance, de 42 à 43, qui s'est déroulée ici, à Lyon. Vous étiez étudiant et résistant ici, à Lyon. De la résistance, vous avez gardé votre nom, Edgar Morin, qui était un pseudonyme. Ce n'était pas tout à fait celui-là, d'ailleurs, au départ, si j'ai bien compris. Mais c'est une faute de frappe ou une mauvaise orthographe qui vous a fait désormais appeler Morin. Et c'est comme ça que vous êtes connu aujourd'hui dans le monde entier, puisque vous êtes sociologue, philosophe, anthropologue, et que vous avez écrit plus d'une 40aine d'ouvrages. C'est ça? Et que vous êtes docteur honoris causa dans pas mal de pays d'Amérique latine, entre autres. Mais votre vie a commencé publiquement, disons, on a commencé à vous connaître à la fin de la guerre, quand vous avez peut-être un peu épousé des thèses communistes que vous aviez déjà épousées pendant la guerre, puis quand vous avez rompu, après avoir écrit dans les lettres françaises, suite à votre premier livre qui avait plu à Maurice Thorez, qui était L'an zéro de l'Allemagne. Votre entrée au CNRS sera marquée par une étude sur la mutation d'un village breton, qui s'appelle la métamorphose de Plodermé. Et puis ensuite, vous avez fait des choses qu'on ne faisait pas trop dans votre monde. C'est-à-dire vous avez découvert et analysé, et vous en avez fait sentir des phénomènes comme les yéyés, les stars. Puis vous nous avez quand même expliqué mai 68. Moi, j'étais un petit peu petit, je faisais un peu mai 68, mais enfin, les gens ont compris que vous aviez compris ce qui se passait, et vous l'aviez déjà d'ailleurs dit un peu dans les yéyés. Vous aviez expliqué cette rupture générationnelle qui arrivait. Vous avez touché à tout, la peinture. Vous n'avez pas fait vous-même, mais vous aimiez beaucoup la peinture. Le cinéma, vous en avez fait avec Jean Rouch, le cinéma Vérité, c'est vous qui l'avez lancé. Et puis en 60, vous êtes parti en Amérique latine. Et là, il s'est passé quelque chose qu'on retrouve toujours un peu dans votre regard quand vous semblez avoir envie de rigoler. Je pense que peut-être vous l'avez trouvé un peu là-bas, cette envie de vivre, en tout cas qui sera, si j'ai bien compris, le lieu où vous avez pu trouver et élaborer les concepts de cette pensée complexe qui nous paraît si compliquée, mais qui en fait peut vous expliquer très bien à travers 6 tomes de votre œuvre monumentale, La méthode. Pourtant, il faudra attendre la Californie, Berkeley, 69-70, pour que vous preniez conscience de la nécessité de la pensée écologique. C'est là où vous commencez à vous engager. Avec Terre Patrie, écrit en 93, avec votre soutien. Là, vous en appelez à une prise de conscience de la communauté du destin terrestre. Et en 2012, vous soutenez, lors du sommet Rio+20, le chef Raoni dans son combat contre le barrage de Belo Monte. Et vous participez au lancement d'un tribunal pour les crimes contre la nature et le futur de l'humanité. Ça fait déjà beaucoup, mais ce n'est pas terminé. En 2014, vous tournez un documentaire, Edgar Morin, Chronique d'un regard, et vous êtes toujours inscrit dans la vie quotidienne, dans l'actualité politique, économique, sociale. Vous avez toujours un regard. Par exemple, en 2015, vous signez une pétition pour que la France accueille Edward Snowden et Julian Assange.
Vous êtes auteur d'un livre sur l'an 1 de l'ère écologique, avec un entretien avec Nicolas Hulot. Et plus récemment, au lendemain de 2015, vous vous inscrivez un des premiers et vous êtes désormais le doyen, parce que vous êtes né en 1921, de cette réserve citoyenne de l'éducation nationale qui a été lancée par la ministre Madame Najat Vallaud-Belkacem au lendemain des attentats de Charlie et de l'Hypercacher. Vous écrivez, et on va aller comme ça maintenant directement sur l'Amérique latine, la prise de conscience de la communauté du destin terrestre doit être l'événement clé de notre siècle. Nous sommes solidaires dans et de cette planète, c'est notre terre patrie. La fameuse Pachamama qu'on retrouve désormais dans beaucoup de politiques et dans beaucoup d'aspirations dans les pays andins. Dans votre dernier livre, que vous pouvez faire dédicacer à la librairie, Connaissance, ignorance et mystère, je vous cite, « Je vis de plus en plus avec la conscience et le sentiment de la présence de l'inconnu dans le connu, de l'énigme dans le banal, du mystère en toute chose, et notamment des avancées d'une nouvelle ignorance dans chaque avancée de la connaissance. » Donc si vous voulez bien nous faire progresser dans notre ignorance tout à l'heure, ce sera avec plaisir qu'on vous entendra réagir peut-être à ce que vont nous expliquer maintenant nos autres intervenants. Vous interviendrez donc après Simele. Donc Simele Soares Rodrigues, qui est maître de conférence en portugais en histoire à Lyon 3, Jean Moulin, et qui a écrit une thèse sur une américanisation invitée, l'américanisation culturelle du Brésil en temps de guerre froide, acteur, médiateur et lieu de rencontre. Ce qui me fait penser qu'on a complètement oublié de mettre de la musique qu'on voulait vous faire écouter. Est-ce qu'on peut le faire maintenant, comme ça un petit peu, pour permettre à tout le monde de se poser, parce qu'on va rejoindre un petit peu directement le cœur de notre sujet, même si on ne l'écoute pas en entier, mais un petit bout simplement. Si ça marche. Bon, ben ça ne marche pas, on y reviendra. D'accord. Donc, Simele, en fait, je voulais vous faire parler en premier. Je vous redonnerai la parole après, le temps qu'on nous mette un petit peu de musique. Parce que donc, vous travaillez beaucoup sur le Brésil. Et bien sûr que l'actualité aujourd'hui, c'est le Brésil. C'est le déploiement de l'armée à Brasilia. C'est les manifestations pour le départ du président Temer. Et c'est le retrait aujourd'hui, semble-t-il, de cette armée. Donc, vous interviendrez en premier. Ensuite, Romain Robinet interviendra sur le Mexique et plus généralement sur les différentes jeunesses d'Amérique latine ou les mouvements de jeunesse en Amérique latine. Romain est agrégé docteur en histoire, postdoctorant à l'École des hautes études en sciences sociales. Je crois qu'il y a un livre paru qui va apparaître bientôt, normalement, c'est ça ? La Révolution mexicaine, une histoire étudiante. Et puis enfin, nous aurons Santiago, qui est arrivé juste avant, là, tout à l'heure, qui est né à Lima, en 75, qui est journaliste, scénariste et traducteur, qui vit en Espagne, et qui a écrit notamment son dernier livre, qui s'appelle Peine capitale, et qui a également fait quelques reportages dont il nous parlera tout à l'heure. Je pense que si on peut écouter un peu de musique, qui devrait un petit peu montrer comment... finalement, en Amérique latine aussi, on intègre différents phénomènes culturels, ce qui participe sans doute de cette complexité que vous aimez tant dans les pays andins. Mais si ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. On ne va pas. Bon. Simele, on peut parler du Brésil. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe aujourd'hui au Brésil et quel rôle la jeunesse joue dans ces mouvements aujourd'hui ? Alors, merci pour cette invitation. C'est très compliqué de parler du Brésil actuel. Voilà, les choses se passent très vite. Hier même, donc, il y avait l'armée. Donc, apparemment, aujourd'hui, donc, l'armée elle n'est plus dans les rues. On vit depuis 2013 une situation très complexe, une société polarisée. Un départ, donc l'impeachment de la présidente du Brésil en 2015, que ça a bousculé en quelque sorte, on va dire, la jeune démocratie brésilienne.
Donc, peut-être ce serait intéressant d'expliquer quelques lignes en fait de cette République brésilienne. Donc, pendant le XXe siècle, on va dire au Brésil, parce que ça explique aussi beaucoup de choses, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Le XXe siècle au Brésil, c'est un siècle assez confus parce qu'on a mesclé des périodes intenses de dictature et de démocratie. Des démocraties que je peux l'appeler en tout cas fragiles, parce que là, on a eu une succession en fait, des coups d'État et après d'impeachment, donc la déposition des présidents. Et pendant on va dire le XXe siècle, cette république on va dire, moderne brésilienne, à partir de 1945, on a en fait 4 mandats qui est allé jusqu'au bout. Donc, des présidents, donc pour vous montrer un petit peu aussi l'instabilité politique de ce pays. Donc, en 2013, on a eu des manifestations très importantes au Brésil. Déjà, et après aussi pendant la Coupe du Monde en 2014, après les JO en 2016. Donc, une succession de manifestations des jeunes, des moins jeunes, mais en tout cas, la jeunesse s'est réveillée. Et depuis 2015, donc depuis la déposition de Dilma Rousseff, que certains appellent un coup parlementaire, d'autres parlent de juste, voilà, donc c'était la suite démocratique de la chose, on va dire. C'est un crime, certains disent qu'elle a commis un crime de responsabilité, chose qui n'était pas prouvée jusqu'à présent. Et aussi... par la suite, donc, elle n'a pas perdu d'ailleurs ses droits politiques. Elle peut se faire élire prochainement si elle a envie. Et donc, c'est le parti de PMDB, on a le vice-président qui a pris le pouvoir, c'est Michel Temer. Donc, c'était le vice de Dilma et c'est la base alliée en fait du Parti des travailleurs. Donc, c'est une histoire ancienne, le PMDB, c'est un des seuls partis finalement qui est issu quand même de la dictature militaire, donc qui était l'opposition de la dictature, sachant que pendant la dictature, on avait des oppositions, mais l'opposition, elle était quand même acceptée, on va dire. Et donc, depuis, il y a énormément de réformes qui sont faites pendant son gouvernement. C'est un gouvernement libéral, néolibéral, et bien évidemment des réformes qui ne vont pas dans le sens de la majorité et des gens les plus pauvres, on va dire. Sachant quand même que le gouvernement de Lula, entre 2002 et 2010, le gouvernement a sorti plus de 30 millions de personnes de seuil de pauvreté, pardon. Et plus de 40 millions étaient quand même accédés à la classe moyenne. C'est énorme comme chiffre parce que je crois qu'en France, on est aux alentours de 65 millions à peu près. C'est ça, non? D'habitants. Donc, on parle de nombres assez importants quand même. Et donc là, depuis la prise de pouvoir de Michel Temer, donc, il y a énormément de choses qui sont remises en question, y compris les droits, par exemple, des travailleurs. Hein, donc, des choses qui étaient installées dans les années 40 par Getúlio Vargas. Donc, la CLT, c'est quand même les droits de travail qui est mis aujourd'hui, qui est mis en évidence et on essaye de démanteler tout ça. Et la réforme de la prévidence, donc c'est une sorte de sécurité sociale au Brésil, et bien évidemment la réforme, donc la réforme des lycéens, qu'il voulait en fait passer les lycéens en temps intégral et aussi qu'ils soient plus techniques qu'intellectuels. Donc l'école publique brésilienne, ça touche quand même à peu près 80% des étudiants brésiliens. Et il y a juste 20% des Brésiliens qui ont accès à l'école privée. Et on parle quand même d'à peu près de plus de 50 millions d'étudiants au Brésil. Donc, c'est un quart de la population. Et donc, ces lycéens sont allés manifester dans les rues, y compris maintenant aussi, contre ces réformes-là. Donc, en fait, c'est un tout. Hein. Donc, on ne part pas aujourd'hui, on ne va pas dans les rues juste pour une seule
détail, on va dire, mais un seul élément, on va quand même, c'est une succession en fait des réformes et des questions qui sont remises à l'ordre du jour par ces jeunes, on va dire, sachant qu'au Brésil, les jeunes, c'est entre 15 et 29 ans, et l'UNESCO, c'est entre 15 et 24. Donc, et on voit des scènes terribles, des scènes comme on a vu là, cette semaine à Brasilia, l'armée, ou même avant, parce qu'on a une police militaire très armée au Brésil, très forte. Donc, je peux assister de près quand j'étais étudiante à l'Université de São Paulo, et que toutes les grèves finissaient vraiment par des coups et par des collègues blessés. Donc, c'est une police très répressive et que finalement, on a quand même des morts. Hein, donc, ça ne se parle pas trop, mais dans l'occupation des lycéens en 2015, il y a eu un mort. C'est un jeune de 16 ans. Donc, on a vu aussi que ça se passait à peu près la même chose au Chili tout à l'heure. Et donc, c'est une société fracturée, c'est une jeunesse. Donc, bien évidemment, je parle de la jeunesse résistante, celle qui va dans les rues et qui manifeste. Il y a quand même une autre jeunesse, dont peut-être on va parler plus tard, c'est une jeunesse très conservatrice, catholique, évangélique, et qui prône de toute façon une autre société brésilienne. Et donc, on a deux jeunesses, on va dire, et on a aussi, il n'y a pas que la question idéologique, mais il y a aussi la question financière. Il y a la jeunesse riche, il y a la jeunesse pauvre. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de parler plus tard. On parlera des pentecôtistes et des princesses, c'est ça? Exactement. D'accord. Romain, on peut peut-être parler un petit peu du Mexique. Le Mexique, pour ceux qui ont mémoire un peu par là, qui ont un peu mon âge, mouvement étudiant, c'est 68, les Jeux Olympiques et la place des trois cultures, mais ce n'est pas que ça, c'est un élément de l'histoire des mouvements étudiants au Mexique et qui rejoignent peut-être par certains aspects ce que peut dire aussi Simélé, ou ce que dira peut-être tout à l'heure aussi Santiago. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces mouvements aujourd'hui qui ne sont pas que des mouvements étudiants, enfin qui sont... il y a les disparus d'Inguala, bien sûr, dont tout le monde parle, cette solidarité interpays autour de ce problème-là, mais il y a aussi un début, comme dans d'autres pays, de volonté de retourner sur des valeurs traditionnelles, ancestrales, de redécouverte de culture ancestrale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, volontiers. Alors, je remercie aussi les organisateurs de cette invitation. Alors, déjà, sans se focaliser sur le Mexique à l'échelle de l'Amérique latine, même si c'est une diversité de situations et qu'il y a une géopolitique qui est finalement propre à l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, quand on essaye de voir ce que c'est que la jeunesse, ou comment la jeunesse s'organise, quels sont ses modes de vie, c'est évidemment divers. Mais si on essaye un peu d'être un peu plus concret sur le XXe siècle, comment se sont organisées les jeunesses? C'est d'abord des organisations étudiantes. Et en réalité, c'est quelque chose de tout à fait similaire à ce qui s'est produit en Europe, par exemple en France. Alors tout à l'heure, il y avait ce film sur le Chili, sur les étudiants au Chili. Une des organisations qui a participé, qui a structuré ces manifestations, qui s'appelle la FECH, donc la Fédération des étudiants du Chili. La FECH a été créée en 1906. Par comparaison, l'UNEF, Union des étudiants de France, a été créée en 1907. Donc en fait, on a un processus qui s'est déroulé au début, disons à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, dans les pays occidentaux au sens large, Amérique latine comprise, avec les premières organisations d'étudiants. Et ensuite, on a des organisations de jeunesse qui se créent avec des logiques extrêmement différentes. Évidemment, des jeunesses politiques liées souvent au premier parti communiste qui essaiment à partir de la fin des années 1910 et début des années 1920. Et il y a aussi et ça entraîne évidemment des réponses d'autres jeunesses politiques organisées liées à d'autres partis. Et l'autre fer de lance de l'organisation des jeunesses, c'est bien évidemment l'Église catholique qui essaye de promouvoir ce qu'elle appelle un apostolat du semblable par le semblable
et qui, sur le modèle d'une action ouvrière catholique, une action paysanne, va promouvoir une action de la jeunesse. Et donc, par exemple, je parlais du Chili, mais dans le cas du Mexique, on a une organisation, une association catholique de la jeunesse mexicaine qui est fondée en 1913. Donc on voit aussi que c'est un processus ancien et une association qui existe toujours et qui structure, qui encadre des jeunes catholiques. Voilà. Et cette organisation d'ailleurs était fondée par un prêtre savoyard qui s'appelait Bernard Bergouin et qui a été un des promoteurs de cette action catholique au Mexique. Enfin, ceci mis à part, c'est dire à quel point les organisations de la jeunesse sont anciennes et finalement la jeunesse qui entre au service d'un parti, d'une église ou qui est une jeunesse étudiante est une jeunesse relativement engagée, parfois privilégiée. Et si on délaisse cet aspect-là, l'autre jeunesse, si on regarde actuellement, si on a un œil statistique sur la question, on peut voir qu'il y a une jeunesse évidemment qui est de plus en plus urbaine, à l'image des pays d'Amérique latine, mais une jeunesse qui ne va pas forcément être une jeunesse étudiante. Par exemple, dans le cas du Mexique, où on a aussi cette définition statistique de la jeunesse entre 15 et 29 ans. Sur les 15-29 ans, 60% d'entre eux travaillent dans le secteur informel, donc c'est-à-dire voilà, sans contrat de travail et sans prestations ou droits qui peuvent aller avec. Donc voilà, une jeunesse extrêmement diverse. Et je terminerai en ajoutant un autre élément finalement qui peut-être distingue cette jeunesse latino-américaine des autres, c'est on ne peut pas dire cette forme d'entre-soi, mais cet attachement, en tout cas au continent, aux Amériques dans leur diversité, ou bien à l'Amérique latine. Et les premières organisations étudiantes ou de jeunesse entretiennent quasiment dès le début la volonté d'organiser les étudiants ou les jeunes à l'échelle de l'Amérique latine entière. C'est quelque chose qu'on retrouve dès les années 20-30. Et donc c'est pour ça que, par exemple, ce qui peut se passer un jour au Mexique, un jour au Chili, un autre jour au Brésil, va intéresser les Argentins, les Brésiliens, les Colombiens. Bon, il y a évidemment le facteur de la langue, il y a une histoire commune, mais il y a aussi plus concrètement des relations entre ces étudiants, entre ces jeunes qui sont structurés et qui font que ce n'est pas seulement une homologie des problèmes similaires, mais aussi un destin commun entre ces différentes jeunesses. Santiago, c'est à toi, journaliste maintenant, de nous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe au Pérou. Mais même si ta vision est beaucoup plus large, puisque je pense que tu vas nous parler d'un autre phénomène qui est un petit peu, qu'on retrouve à travers toute l'Amérique latine, qui est un peu commun à toutes les jeunesses, l'amour du football, par exemple, avec le rôle que peuvent jouer de façon étonnante certains clubs européens, le Barça en l'occurrence, oui, bien sûr. dans des favelas brésiliennes. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous parler de ça? Du Barça. Du Barça ou de ce reportage. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? On parlait avant de cette expérience parce qu'on parlait de cette table ronde et Simele allait parler de Brésil. Et je lui racontais que je suis allé il y a un mois à une favela de Rio de Janeiro, Maré, et que c'est un quartier, je crois qu'à Sao Paulo il y en a beaucoup aussi, pris par le trafic de drogue. Mais c'est pas tout simplement une question criminelle, c'est une question même sociale et politique, parce que le trafic de drogue prend l'espace que l'État a perdu. Alors, comme il y a d'argent, tous les quartiers dépendent de l'argent de la drogue, et alors tous les rapports sociaux marchent autour de la drogue et de la hiérarchie entre les différents bandas, comment on dit, bandes, qui sont pratiquement en état de guerre. Je crois que à niveau de l'Amérique latine, et Simele parlait un peu de ça aussi,
il y a beaucoup de monde qui est devenu, pendant les dernières années, dans la classe moyenne, millions de personnes, mais il n'a pas arrivé à la classe moyenne est perdu, est déclenché, est désattaché de l'état des services publics, et ça veut dire de la société. Et alors, tu peux voir là, que c'est la drogue un peu partout à l'Amérique latine, ce qui organise tout cet espace. On peut appeler ça maras en Centre-Amérique. À la Colombie, il y a aussi c'était la guérilla. On va voir qu'est-ce que sera maintenant. Au Mexique, il y a une violence cette violence est causée parce que c'est le boulot naturel pour beaucoup de gens qui n'ont pas une éducation et une possibilité de travailler. Et alors, dans un quartier comme Marais et beaucoup de quartiers au Rio de Janeiro, c'est la société organisée autour de la drogue. Et c'est une société en guerre. Je suis allé comme journaliste à Palestine, au Niger, à zone d'émergence au Pérou. J'ai jamais vu les jeunes avec des kalachnikovs dans les coins. Ce sont des armes belliques. Ils font des postes de vigilance un peu partout. Parfois, il y a des batailles. Mais les pires batailles se passent quand arrive la police. Si tu parles avec tout le monde là, pour nous, comme on vient de dehors, le problème, c'est la drogue. Pour eux, le problème, c'est la police. Parce que ils sont organisés, ils ne veulent tuer personne, mais vient la police, fait cette bataille, et c'est la guerre. Parfois, la police prend position dans les écoles, parce qu'il sait que les trafiquants ne vont pas tirer à l'école parce que ces enfants sont à l'école. Et alors, cette situation de guerre, cette situation de violence, c'est où ces jeunes croient, et c'est ça qu'il a pris comme des lois de la société. Je me rappelle le directeur d'une école qui m'a dit que il fallait expulser un élève de l'école à cause de son comportement, que c'était terrible. Et cet élève était l'enfant d'un trafiquant. Alors le trafiquant s'est allé à parler avec le directeur, avec le Kalachnikov. Il a laissé le Kalachnikov à la porte, il est entré. Et il lui a dit, vous ne pouvez pas expulser mon enfant. Et le directeur a dit, mais il faut parce qu'il est violent, il est horrible avec les autres élèves. Bon, normal. Et le trafiquant a dit, cette école-ci, c'est la seule qu'on a approche de chez nous. Alors, s'il ne vient pas ici, il faudra qu'il prenne une moto pour aller à une autre école. Et si quelqu'un voit mon enfant dans les motos, ils vont tirer l'enfant, ils vont tuer mon enfant. Alors l'enfant s'est resté. et le trafiquant, le directeur a dit au trafiquant des lois comme ne tirer devant de l'enfant, ni dire des mots, grosses mots, comment on dit? Des gros mots. Des gros mots devant l'enfant. Bon, ils sont arrivés à un accord, l'enfant est resté. Mais ça montre un peu comment la violence est une situation quotidienne, une situation normale d'organisation sociale pour tous ces enfants, tous ces jeunes, qui sont détachés de l'État, détachés du service public, détachés de la société quand même. Mais cette expérience que je voulais raconter, parce que c'est très intéressant, parce qu'il montre qu'il y a un peu d'espoir si on est capable d'être créatif, c'est l'école de football du Barça FS, de Barcelona FC dans cette favela. Et alors, ce n'est pas seulement une école de football, mais vraiment une école de valeurs civiques et sociales à travers du football. Et alors,
quelqu'un peut entrer, s'il est jeune, s'il est grand, jusqu'à 18 ans, jusqu'à la majorité d'âge. Si les femmes, si elle est femme ou si elle est homme, quelqu'un qui veut entrer, il peut rentrer. Alors quand il joue, il pose des règles. Par exemple, si tu fais un goal, mais tu n'as pas reçu un passé, si tu n'as pas reçu la balle de quelqu'un d'autre de ton équipe, le goal est annulé. Il faut donner passes. Passes? Ça la passe, oui. Ouais. Si tu as fait déjà un goal et tu fais une autre goal, c'est annulé. Si tu as fait déjà ton goal, il faut passer la balle. Et alors, il commence à faire une dynamique sociale à travers du football pour la solidarité, la coopération. Et ces mecs qui jouent là sont les enfants des trafiquants. Oui, ce que alors, tu disais, ce sont les enfants les mecs qui se tirent dehors l'école et qui sont en guerre dehors l'école. Et alors, ils sont en train de construire une culture de la paix et de la convivence là, avec une chose que c'est très important parce que on parle d'un quartier où les jeunes savent que normalement ils n'iront pas à l'université. Normalement, ils n'arriveront pas à être exécutifs d'un business. Alors, ils habitent là sans expectative, condamnés à être part de cette violence, à que ce soit la seule possibilité de survivance, le Kalachnikov. Et alors, cette école montre que cette école, ce n'est pas importante seulement à cause des valeurs civiques, mais à cause de que c'est le football. Et pour ces mecs, pour ces enfants, pour ces jeunes, football, c'est la seule possibilité, c'est le seul exemple qu'ils voient de succès, les joueurs qu'ils admirent, Neymar, Ronaldinho, quelqu'un, ils sont sortis de ces quartiers. Ils sont les mecs qui sont sortis de ces quartiers, qui sont laissés derrière la violence. Et alors, le football, c'est très important. Il est fait de que ce soit l'école du Barça, c'est plus important parce qu'ils pensent qu'ils ne jouent pas seulement au football, ils jouent par le Barça. Et alors, cette component de fierté qu'ils prennent de ça leur donne motivation, discipline. Alors, bon, c'est une expérience que je voulais raconter pour dire que je crois que le risque, le pire, c'est la violence qui articule socialement les gens, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et parfois, ces choses sont dans les lieux où on n'avait pas regardé, où on ne pensait pas qu'il y avait qu'un rapport avec ça. Parfois, il y a des solutions qui ne sont pas une question d'argent, mais de créativité. Avant de faire réagir Edgar Morin, parce qu'il fait très chaud et que c'est un peu dur à cette heure-ci, là, juste en lien avec ce que vous venez de dire, il y a quand même des points communs. Je ne voudrais pas vous asséner des chiffres pour vous endormir, mais juste rappeler. L'Amérique latine, c'est grosso modo 20 millions de kilomètres carrés. L'Union européenne, c'est 4,2 millions, 5 fois moins. Et la population est à peu près la même, 620 millions pour l'ensemble de l'Amérique latine, 500 millions pour l'Union européenne. Petit passage aussi, on ne sait peut-être pas, mais la France est le 3e pays d'accueil des étudiants d'Amérique latine, après les États-Unis et l'Espagne. Et en lien direct avec ce que tu viens de dire, Santiago, c'est que l'Amérique latine est 5 fois plus touchée par les homicides que les autres continents. La moyenne annuelle des meurtres s'établit à 27 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne mondiale est de 5 pour 100 000. Une des raisons premières qu'on peut trouver à cela, c'est que l'Amérique latine est le continent le plus inégalitaire du monde, dans lequel 40% des ménages les plus pauvres perçoivent 15% des revenus, là où 10% des plus riches détiennent 30% des revenus de la richesse. Et que ces inégalités touchent principalement tous les groupes sociaux minoritaires. Les femmes,
les enfants de moins de 17 ans, les populations d'origine africaine. Et on trouve aussi ces disparités au sein même des grandes métropoles d'Amérique latine qui sont parfois coupées par des murs, des forêts, des espaces vides ou l'absence de transport. Là, oui, on a vu un peu des traits communs. On peut déjà dégager des grandes problématiques sur la jeunesse, l'exclusion, la pauvreté, le fait que, je crois, par exemple, 40 000 jeunes originaires du Honduras, Salvador, du Guatemala, sont littéralement mis à la porte de chez eux par leurs parents pour qu'ils s'en aillent, pour qu'ils fuient le pays, pour qu'ils fuient la violence et tout ça. Et ils sont aujourd'hui à peu près 40 000 mineurs dans des centres aux États-Unis dont on ne sait pas très bien quoi faire, quel va être leur avenir. Vous avez toujours donné de l'Amérique latine une vision joyeuse, positive. Est-ce que on a vu l'arrivée de Morales, on a vu Correa, on a eu les espoirs avec Lula, on a eu les espoirs avec Kirchner en Argentine aussi. Aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on est dans une période un peu de régression quand même. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous voyez ce continent? Comment le voyez-vous évoluer à travers aussi ce que vous avez défini vous-même, cette terre-mère, ce fait que des parties entières se retournent vers leurs origines pour retrouver d'autres formes de vie, de convivialité, de joie de vivre, de ce que vous appelez vous-même le bien vivre, le buen vivir. Oui, voilà. oui. Oui. Bon, tout d'abord, on est dans une période, je dirais même de régression mondialisée, auquel n'échappe pas à sa façon l'Amérique latine. Nous voyons des régimes post-démocratiques, néo-autoritaires surgir en Europe. Nous voyons, si vous voulez, en Amérique latine, beaucoup d'espoirs qui ont été portés par différents gouvernements se tarir. Bon, il y a plusieurs causes à ça. Par exemple, quand on a suivi, comme je l'ai fait, l'expérience de l'Équateur, une des causes de l'arrêt de cet élan, c'est l'isolement. On peut même dire qu'au début, peut-être, que l'Équateur seul a pu faire des réformes parce qu'il n'était pas prisonnier d'un ensemble comme la France est dans l'Europe, c'est-à-dire par rapport à la monnaie, par rapport à une économie qui avait été entièrement privatisée. Il a pu faire. Mais prenons par exemple la question du pétrole. Correa avait dit que s'il n'a pas une aide, s'il a une aide, il n'exploitera pas ce pétrole qui se trouve sur des terres qui sont précieuses du point de vue écologique et du point de vue des populations indiennes. Et nous voyons que cette aide n'est pas venue. Bon, nous voyons tous ces phénomènes à l'échelle mondiale. Il faut dire que là aussi, l'énorme corruption qui sévit aussi un peu partout, et notamment dans des États où les administrations n'ont pas une tradition enracinée de probité, où il y a beaucoup de clientélisme. Tout ceci a contribué à, disons, l'arrêt total d'expériences comme celle qu'avait entamé Lula, une sorte de navigation entre une politique au service du peuple et un compromis avec les intérêts mondiaux ou internationaux dans lesquels se trouvait le Brésil. Bon. Alors, bon, ça c'est une situation, je dirais, de crise, mais ce sont des aspects latino-américains d'une crise planétaire beaucoup plus ample. Nous sommes emportés dans un processus de mondialisation où toutes les régulations économiques ont été supprimées, si tant est qu'elles existaient.
et avec une domination de la finance internationale sur tous les États, avec donc et la décomposition de ce qu'on peut appeler la gauche ou les gauches, décomposition qui tient souvent à ce que la politique n'a pas été repensée au niveau des problèmes surgis par la nouvelle situation mondiale, que le néolibéralisme a créé en crise partout les États-providence, les États protecteurs des peuples là où ils existaient, et là où ils n'existaient pas, n'a pas permis de les faire. Donc ce sont une situation qui est du reste assez grave, parce que il y a eu des dictatures effrayantes au Chili, en Argentine, au Brésil, dictatures militaires, mais rien ne nous dit que c'est fini. Je veux dire que les dangers sont disparus. Quand on voit qu'en Europe ressuscitent des tendances qu'on croyait liquidées à jamais, on n'est pas. Donc ça, je crois que c'est le contexte. Bien entendu, dans ce contexte, il y a le fait que le très puissant voisin est redevenu très dur avec l'époque Trump, mais que déjà les pays d'Amérique latine n'ont pas réussi à s'unir, à se confédérer, à se bolivariser, comme l'exigeait la conjoncture. Quand on considère que s'est fait une Union européenne avec des peuples tellement différents de culture, de langue, et qui se sont battus entre eux sans arrêt, et que l'on voit ce continent où il y a à peu près la même langue, hein, ou deux langues tellement sœurs comme le portugais et l'espagnol, qui n'arrivent pas à se confédérer par rapport à un intérêt commun. On voit donc, si vous voulez, cette situation. Oui, ce que j'ai là, effectivement, mes souvenirs sont liés à des périodes d'espoir, de montée, mais pas seulement d'espoir politique, je veux dire aussi d'énergie neuve, de bonne volonté, de créativité. Par exemple, moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'était de voir qu'il était possible que se réalise, par exemple, à Medellín, Colombie, ou dans deux favelles de Rio, un travail culturel et pédagogique qui fait que les enfants, des jeunes promis à la délinquance et au malheur, peuvent trouver un chemin de rédemption, de réhabilitation, chose qu'on n'a jamais pu faire en France, par exemple. Bien entendu, ce sont surtout des initiatives qui souvent viennent d'une personne, mais ces personnes elles-mêmes issues d'un courant qui était la théologie de la libération, qui était ceux qui ont eu un espoir dans le socialisme et qui se sont reconvertis dans des choses concrètes. Mais le Conjunto Palmeras, par exemple, près de Fortaleza, c'est une réalisation, je voyais, des réalisations sociales, communautaires, fraternelles, qui n'existent pas ici. Donc, si vous voulez, c'est surtout cette énergie, cette bonne volonté, cette capacité de faire des choses qui ici est tout de suite barrée par les intérêts financiers ou les bureaucraties qui peuvent exister. Bon, de façon locale, de façon pas générale, mais de même sur l'éducation. Moi, j'ai vu que, par exemple, à Rio, où il y a ce campus d'école secondaire du CESC, où des enfants de tout le Brésil, des familles déshéritées,
étudie dans les meilleures conditions de compréhension, de relations d'amitié avec les enseignants, avec un enseignement renouvelé. Beaucoup, si vous voulez, c'est beaucoup plus la connaissance d'expériences concrètes qui m'a toujours enthousiasmé. Et beaucoup de ces expériences peuvent encore continuer. Alors, ça, c'est une chose. Je crois qu'il s'est passé quelque chose dans le fait de civilisation métisse, et surtout quand la partie qui a été opprimée dans le métissage peut se réhabiliter. Disons, le cas de la Bolivie de Morales, quelles que soient les critiques que l'on puisse faire au président Morales, mais il a rendu sa dignité à tout un peuple qui était sous la politique, qui était écrasé. Je pense qu'au Pérou, c'est une chose qui devrait advenir, qui va peut-être advenir. Donc, si vous voulez, c'est un pays où il y a encore des possibilités, où pour les peuples andins qui ont gardé encore des liens forts et un retour à des fondements culturels, cette chose dont vous avez parlé, ce n'est pas seulement à la Pachamama, c'est un ensemble de coutumes fraternelles et communautaires, de solidarité, qui est capable d'apporter des réponses à des défis du monde actuel. Donc, si vous voulez, même dans la situation régressive actuelle, c'est un monde d'énergie, de bonne volonté, et je crois que c'est le côté neuf. Moi, souvent, quand je rentre en Europe, c'est l'impression d'immobilisme, la sclérose, on ne peut rien faire. Et là, c'est le mouvement, c'est le dynamisme, pas le même que celui des États-Unis, qui est fondé sur la technique, sur l'économie, mais qui est beaucoup plus fondé sur le social. Ainsi, par exemple, c'est au Brésil qu'a été inventée, enfin, pratiquement, la démocratie participative dans au moins une ou deux villes. Ce sont des choses qui ont poussé là-bas, qui restent exemplaires pour nous. Alors, venons-en à la jeunesse. Venons-en à la jeunesse, là aussi, je veux dire quand même une ou deux choses préliminaires. Tout d'abord, on peut dire que la jeunesse ou l'adolescence, pas dans le sens seulement biologique, mais comme qui est un âge où on n'est plus à l'intérieur du cocon protecteur de la famille et on n'est pas encore intégré dans la société. Par exemple, en France, on est adolescent encore à 26, 27 ans, donc on est étudiant, qu'on n'est pas marié, qu'on n'a pas d'enfant, qu'on est... Bon, l'adolescence, c'est un acte... Et qu'on n'est pas obligé de travailler, comme c'est souvent le cas en Amérique latine. Pensez, dans les civilisations traditionnelles, il n'y a pas d'adolescence, on travaille, les enfants travaillent. Là, dès qu'on arrive à un moment donné où au moins on peut être étudiant, bon, on est dans... Alors, qu'est-ce qui se passe? L'adolescence, c'est un âge donc où on est plus dans l'enfance, c'est pas encore intégré. C'est un âge d'aspiration et de révolte. Pourquoi d'aspiration? Parce qu'on aspire à réaliser sa vie, et on sait qu'on le sent, même si on n'a pas l'idée, c'est que cette réalisation elle-même ne peut, cet épanouissement a besoin aussi d'un épanouissement collectif, de vivre en solidarité et en fraternité. Une autre vie, changer la vie, comme disait Rimbaud, qui exprimait la philosophie de l'adolescence. Et alors, pour en revenir au cas de mai 68, des révoltes étudiantes de mai 68, c'est intéressant à deux titres. Le premier titre, c'est qu'effectivement, cette aspiration a pu trouver dans des mouvements, en France par exemple, maoïstes ou trotskistes ou autres, des mouvements qui leur ont dit « mais oui, vos aspirations, c'est nous qui allons les réaliser ».
Et ces jeunes ont eu confiance en ces maoïstes, en ces trotskistes, et puis après, le mouvement a dégénéré, parce que vous savez, tous les grandes extases de l'histoire, les grands moments de libération, que moi, comme j'ai vécu à la libération de Paris, que j'ai vécu à Lisbonne au moment de la révolution des œillets, que j'ai revu la première semaine de mai 68, ces mouvements extraordinaires ne durent pas. Ce sont des choses, et après il arrive des courants régressifs, etc. Mais ils restent dans l'histoire et ils vont continuer à être exemplaires. C'est pour ça que la France, il y a eu 1789, il y a eu la prise de la Bastille, il y a eu les droits de l'homme, il y a eu ces moments extraordinaires, et puis ça a régressé, la guerre a provoqué la terreur, il y a eu le bonapartisme, il y a eu la Restauration, mais le message est revenu. Il est revenu, il revient. Bon, et je pense donc qu'il y a des choses qui vont revenir. Il y a donc cette aspiration que l'on retrouve dans la jeunesse, et déjà même quand on voit les révolutions du 19e siècle, 1848, les jeunes jouent un rôle très important dans regardez dans Les Misérables de Victor Hugo, Marius, les étudiants. Donc on voit, et je pense qu'il y a ces aspirations. Alors, ces aspirations, elles dorment, et puis elles se réveillent à l'occasion de certains événements. C'est comme en France, il y a eu des 68, et puis il y a eu des grèves en 95, et entre les deux, il ne se passe rien. Alors on dit, les étudiants, ils ne pensent qu'à leurs études. Et après, il y a la révolte. Les étudiants ne pensent qu'à se révolter. Mais tout ceci, ce sont des phases d'éveil et brusquement de retour dans le virtuel et dans la danse. Mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est que 1968 a été quelque chose d'international. Je veux dire, ça a commencé en Californie, ça s'est répandu dans différents pays, et dans des pays de régimes tout à fait différents, pas seulement dans des pays de type démocratique ou capitaliste. Ça s'est passé aussi en Pologne, qui était une démocratie populaire. Ça s'est passé en Égypte, qui était une dictature. C'est-à-dire, alors, ça veut dire quoi? Et moi, j'ai fait une étude à ce moment-là qui s'appelait sur l'internationalité des révoltes étudiantes. Comment se fait-il qu'en dépit du fait des contextes socio-historiques radicalement différents entre des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Europe du Nord, etc., il y a eu des révoltes. Alors, je disais que, donc, c'est que justement, un courant passe à travers cette adolescence qui se révolte contre l'autorité, mais ce n'est pas la même. Dans le cas de la Pologne, c'était la dictature du parti. Dans le cas de l'Égypte, c'était la dictature du pouvoir. Dans le cas de la France, c'était le système gérontologique qui régnait. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui est très, très important, c'est qu'il y a une jeunesse mondialisée en dépit des conditions. Bon. Et dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé au cours de ces années 60 qui s'est maintenu? C'est cette adolescence, cette jeunesse a trouvé ses codes, ses rites, ses mots de passe de se reconnaître. Sa musique, ses danses, ses façons de s'habiller, ses mots magiques. Donc, si vous voulez, il s'est passé d'avoir affaire à une jeunesse internationalisée, mais qui pourtant ressent les problèmes de chaque contexte national. Alors ça, c'est un point fondamental. Il faut penser que, évidemment, quelles que soient les conjonctures, quand les choses se durcissent, qu'une autorité à nouveau devient pesante, la force l'énergie la plus grande qui sera mise en mouvement contre ceci, viendra de cette jeunesse. Seulement alors, il faut réfléchir, puisqu'on fait des comparaisons, etc. Il s'est trouvé qu'en France, par exemple, les révoltes de la jeunesse la portaient toujours, disons, à gauche. La radicaliser à gauche. Or, nous avons vu depuis quelques années, et notamment à l'occasion de manifestations pour tous, que désormais,
une partie de cette jeunesse va à droite, va sur des thèmes nationalistes fermés, va sur des thèmes clos. C'est-à-dire qu'ils ressentent évidemment un mécontentement, mais cette fois, il est dérivé. Il est dérivé par une idéologie devenue de plus en plus dominante et qui traduit aussi la régression et la décomposition des idées universalistes fraternelles qui étaient traditionnellement des idées de la gauche. Donc, il y a ce nouveau problème. Mais moi, je n'ai pas vu le film sur les étudiants chiliens, mais je connais bien l'histoire, j'en ai parlé. Et là aussi, ça montre aussi que cette force d'organisation et de durée que peut avoir un mouvement avec des objectifs qui ont un caractère social extrêmement profond, qui dépassent leurs propres conditions étudiantes et qui concernent toute la société. Car l'éducation est devenue, à mon avis, un point central dans notre société. C'est devenu un point central pour deux raisons. La première, qui est le fait que la tendance de plus en plus grande pense que l'éducation doit être un moyen d'adaptation au système économique actuel. C'est-à-dire, il est fait pour s'adapter au monde tel qu'il est, et non pas pour essayer de penser ce monde et essayer peut-être de changer le monde, parce que le rôle de l'éducation dans l'histoire, ce n'est pas principalement de s'adapter à une condition de civilisation donnée, c'est d'apporter une culture multiséculaire dans cette civilisation pour l'enrichir. C'est ça le rôle de la culture. Ce n'est pas l'adaptation, c'est essayer que la société s'adapte aux valeurs culturelles. Donc aujourd'hui, si vous faites une éducation pour qu'au contraire, l'université, l'école s'adaptent aux valeurs purement économiques, c'est une trahison totale de la mission. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là aussi, je ne peux pas parler de ce qui se passe ailleurs. Je connais des exemples, mais évidemment toujours isolés, admirables en Amérique latine, notamment au Brésil, cette école du CESC dont je vous ai parlé, qui, à mon avis, est absolument exemplaire. Mais en général, il y a, je vois aussi, dans ces pays-là aussi, les éducateurs sont non seulement maltraités, je parle du point de vue d'un traitement, et aussi parfois sous-considérés, notamment. Alors, en ce qui concerne ici, il y a notamment dans l'enseignement secondaire, déjà, vous savez, quand on prend le cas de la France, la France, la République, la Troisième République au début du XIXe siècle, elle avait ces missionnaires qui exprimaient, je dirais, la religion de la République, c'était la liberté, égalité, fraternité, et qui ont joué un rôle énorme dans la formation des citoyens, notamment les instituteurs ruraux. Ils pensaient évidemment que la raison, le progrès, la démocratie marchaient tout ça ensemble. Tout ça, vous voyez, certes beaucoup d'illusions, mais en même temps, il y avait un très beau message qui a créé, dans le fond, une conscience républicaine, une conscience de gauche. Aujourd'hui, l'instituteur de campagne n'existe plus, il n'y a plus de campagne. Aujourd'hui, les enseignants du secondaire, qui avaient un énorme prestige dans la société, ont perdu ce prestige. D'abord parce que les familles, de plus en plus, veulent intervenir pour leurs enfants quand ils ont des mauvaises notes, et le rôle des parents, si utile soit-il, est aussi quand même quelque chose qui devient impérieux pour les enseignants. Mais aussi, ils se rendent compte que
Les gosses ont de plus en plus des sources de connaissances dans les médias, dans Internet, etc. Bref, ils ont perdu leur prestige et du coup, ils se sont refermés sur leur discipline. Et il est très difficile en France de faire un mouvement, d'inciter les enseignants, ne serait-ce que pour des cours qui nécessitent l'intervention de plusieurs professeurs de disciplines différentes, de faire ce qu'on. Ils veulent au moins, ils se recroquevillent propriétaires de leur peuple. Or, pour moi, c'est aussi une tragédie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la connaissance en morceaux séparés, est une connaissance qui conduit à beaucoup d'aveuglement et de myopie. Nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont les rapports d'un expert économiste, d'un expert psychologue, d'un expert spécialiste des choses religieuses, d'un expert... Ces rapports particuliers s'accumulent, mais il n'y a aucun moyen de les relier, d'en faire la synthèse, etc. Et ce qu'on donne aux élèves et aux enfants, ce sont des connaissances séparées, mais jamais des thèmes qui permettent d'unifier. Pourquoi qu'on n'enseigne pas ce que c'est qu'être humain, ce que c'est la condition humaine ? Eh bien justement parce que ce qu'est être humain, ce n'est pas seulement qu'il faut appel à la sociologie, à la psychologie, à l'histoire, à différentes sciences humaines, mais qu'en même temps, il faut faire appel à la biologie, parce que le cerveau, c'est un organe biologique, notre corps, c'est biologique, il faut appel au fait que nous sommes insérés nous-mêmes dans un monde physique, que nous sommes... Enfin, il faut faire appel à toutes les disciplines et les relier. Or, on n'est plus capable de les relier, on n'est plus... Moi, le travail que j'ai fait dans au moins 2 de mes livres, c'est d'essayer de relier ce que ça veut dire être humain. Donc, si vous voulez, il y a déjà une carence. Et les livres que j'ai faits pour la transformation pédagogique n'arrivent absolument pas à susciter quoi que ce soit. J'ai encore un dernier espoir avec le nouveau ministre, mais enfin, je sais très bien qu'il aura affaire à une forte résistance. Mais je pense que c'est beaucoup plus dans des initiatives différentes, locales, que la nouvelle éducation pourra venir. Donc, je reviens à ce problème de l'éducation. On forme des esprits de moins en moins capables d'affronter les problèmes de la vie. Comme on n'enseigne pas, par exemple, que la connaissance, à commencer par la perception, ce n'est pas seulement une source qui nous permet de nous orienter dans le monde, c'est peut-être aussi une source d'erreur. Nous savons que, par exemple, si sous le coup de l'émotion, les personnes n'ont pas la même perception d'un même accident d'automobile. Moi, un livre qui m'a beaucoup impressionné, c'est un livre de Norton Cru, un Anglais, qui a montré que les mêmes événements vus par des combattants de la guerre de 14, anglais, français, allemands, étaient tout à fait différents. Donc, nous sommes tellement sujets à l'erreur, à l'illusion, que vraiment, c'était ça qu'il faut changer. Bon, je ne veux pas trop parler de ça, mais je veux dire que le problème, aujourd'hui, c'est qu'il y a une énorme transformation à faire, et à partir d'une repensée. Nous ne faisons pas encore cette repensée. Il faut songer, et je vais terminer là-dedans, parce que sinon je vais faire tout un discours, je veux penser. Vous savez, quand il y a eu... Bon, prenons par exemple, pour la pensée socialiste, il y a eu, pas seulement l'œuvre de Proudhon, de Fourier, qui donnait des exemples, mais l'œuvre de Karl Marx est très intéressante, parce que Karl Marx a commencé par l'anthropologie. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Il en a donné une réponse malheureusement trop limitée. Il dit l'homme, c'est un producteur. Il n'a pas vu que dans l'homme, il y avait d'autres aspects, bon, notamment le rôle de l'imaginaire, de l'affectivité, de la sensibilité. Bon. Mais il a fait et maintenant, une théorie de la société. Qu'est-ce que c'est que la société ? Qu'est-ce que c'est que l'État ? Qu'est-ce que c'est que les classes ? Qu'est-ce que c'est que l'histoire ? Et pour lui, l'histoire, c'était l'histoire des classes, etc. Qu'est-ce que c'est que le monde contemporain ? Là-dessus, il a fait des choses, des analyses qui valent encore pour aujourd'hui. Il a prévu la mondialisation telle qu'elle existe. Bon. Mais c'est une œuvre qui reste forte, mais avec des lacunes énormes aujourd'hui. La conception de l'homme doit être complexifiée.
la conception de l'histoire doit être elle-même complexifiée. Nous savons le rôle des événements, des accidents, de la folie, du délire, etc. Mais tant que nous n'avons pas reconstruit une pensée pour éclairer la politique, nous sommes condamnés à errer. Et c'est ça le grand problème. Il y a un travail énormément de reconstruction à faire. Et s'il n'y a pas ce travail, je crois que, là encore, on errera pendant un certain temps. Mais je pense que cette nécessité va se faire sentir de plus proche. Donc vous restez quand même optimiste sur ce qui peut arriver, aussi bien en Europe qu'en Amérique latine, pour revenir sur notre sujet plus centré. Mais je suis pessimiste, oui. C'est-à-dire, non, moi, ma conception, c'est que tout ce qui arrive de nouveau et de créateur dans l'histoire apparaît d'abord comme une déviance qui, si elle n'est pas écrasée et reçue, elle se fortifier, crée une tendance, c'est-à-dire une force historique qui va se développer. Donc, ça veut dire que je ne me fie pas. Alors, ça veut dire que l'improbable, c'est toujours ce qui est arrivé de créateur. C'était pas prêt. Aussi bien que ce soit le message de Bouddha, celui de Jésus, celui du prophète de l'islam, celui de... les grands messages, au début, ils ne sont pas compris, puis après, ils deviennent une force. Donc, moi, je crois que l'improbable, c'est ça. Il est arrivé souvent dans l'histoire. Alors, le probable, actuellement, c'est sûr, nous allons de plus en plus vers la régression, et avec le cours de la mondialisation, avec la dégradation de la biosphère, avec les conflits qui se multiplient, avec les régressions politiques de toutes sortes, les fanatismes qui ne sont pas d'un seul côté, mais qui développent ceux de l'autre côté. Ça, c'est le probable. Mais l'improbable vient d'une réaction, d'un sursaut qui peuvent arriver. Et moi, j'ai toujours misé sur l'improbable. Et parfois, j'ai eu de la chance, l'improbable est arrivé. Ça a marché. Vous pourrez vous poser plein de questions encore, mais je pense aussi que là, le temps avance et puis qu'il y a peut-être des gens qui voudraient en poser aussi directement. Juste sur un aspect, quand vous faites un peu ce parallèle sur les hussards noirs de la République, qui ont apporté quelque chose, qui avaient cette conscience, tout ça. Quand je regarde, moi, aujourd'hui, en Amérique latine, on voit qu'il y a des phénomènes autour de l'école. On peut en parler avec Romain, notamment ce qui se passe sur les écoles nationales normales rurales, les disparus et tout ça. Mais moi, il y a un phénomène qui me marque quand je voyage là-bas. Peut-être vous paraître secondaire, mais en parlant tout à l'heure avec Santiago, en regardant un peu des chiffres et de mes propres images, c'est la poussée, mais de vieilles idées. Alors, il y a bien sûr le retour aux cultures traditionnelles, ça on le ressent, c'est très fort et c'est très dynamique. Vous le dites vous-même dans vos articles, comment ces civilisations ont plein de choses à nous apporter. Mais ce n'est pas celle-là auquel je pense. Quand je vais me promener au Belize, c'est peut-être un mauvais exemple, mais en Colombie, quand je vais au Guatemala, et que je vois que les seules choses qui se construisent actuellement, ce sont les églises évangélistes, ce sont les pentecôtistes. C'est tout ce courant-là qui est en train de prendre, y compris, intérêt auprès de la jeunesse. Parce que ce sont des jeunes gens bien cravatés dans la rue qui nous proposent de nous faire découvrir la ville et de nous emmener à la messe après, ou pardon, à l'office. Est-ce que ça aussi, c'est pas inquiétant pour ces pays-là? Je pense par exemple au Pérou, 15% sont évangélistes, c'est ça. De plus en plus. Les pentecôtistes, peut-être s'y mêler, peut-être dire quelque chose là-dessus, ou peut-être que c'est moi ma propre angoisse, mon propre fantasme, mais quand je vous entends parler, je me dis aujourd'hui, j'ai l'impression presque, hormis ceux qui parlent du retour vers la Pachamama, ce que ça veut dire et tout ça, les langages nouveaux, entre guillemets, ce sont ces vieux discours-là qui passent par la télé, qui passent par le fric, qui passent par les images, qui passent par les soins apportés par l'environnement social quand ils se substituent, comme dans d'autres pays, des organisations islamistes ont pu le faire lorsque l'État se retire. Là, on a l'impression que ce sont ces courants-là, ces vieux courants-là qui réapparaissent. Est-ce que c'est une erreur de ma part de penser ça? Romain, pas d'accord là-dessus?
Non, mais je pense pas. Il faut aussi, l'Amérique latine, même les Amériques dans leur ensemble, c'est des sociétés qui ne sont pas sécularisées en comparaison de l'Europe occidentale. Donc, en fait, j'imagine ce vide religieux est rempli par cette diversité des protestantismes. Donc, après, ce qui est dangereux, c'est d'un point de vue civique, moral, c'est le mélange des genres et c'est des formes de cléricalisme ou en tout cas de l'importance du protestantisme en politique. Mais après, en même temps, avant, c'était la chape de plomb de l'Église catholique. Donc c'est aussi, faut voir le changement. Simélie, quelque chose à dire là-dessus, sur les pentecôtistes Oui, c'est quelque chose que finalement, ça me fait peur. Pas pour les croyances, parce que je viens d'un pays où les croyances se mélangent et donc c'est pas forcément l'aspect de croire en Dieu, quelque chose comme ça, mais c'est l'aspect politique de la chose qui m'inquiète. Parce que donc là, ça monte de plus en plus. Donc, le Brésil, dans les années 70, on était quasiment 80% de catholiques. Ce n'est pas non plus meilleur ou pire, c'est juste pour donner un chiffre. Et là, on perd du terrain. Donc, on est aujourd'hui aux alentours de 65% de catholiques et 1% d'athées ou qui déclarent ne pas avoir de religion. Et après, donc le reste, après, oui, il y a aussi des musulmans, mais c'est très peu, des juifs aussi, mais c'est le côté évangéliste qui prend vraiment au-dessus. Et donc, moi, je ne suis pas très optimiste. Voilà, quand je regarde la jeunesse brésilienne aujourd'hui, je suis assez pessimiste parce que aujourd'hui, ces églises on peut trouver dans chaque coin des rues, donc au Brésil, forment aussi des hommes politiques et qui prennent quand même le pouvoir parce que les municipalités aujourd'hui sont des mains des évangélistes et qui s'arrivent vraiment à la Chambre des députés, au Sénat. Et donc, vous pouvez taper sur YouTube sur des cultes évangéliques, par exemple, avant de commencer une séance politique pour juger les lois, pour analyser donc, à l'Assemblée, à la Chambre des députés, au Sénat. Donc ça, pour moi, c'est très inquiétant. Parce que si on a eu depuis la fin, même avant la France, on a eu la séparation d'Église et d'État. Déjà lors de notre première constitution républicaine à la fin du 19e siècle, là on est vraiment dans on va dire dans une configuration assez dangereuse parce qu'il y a énormément de choses qui décompte de ça. Donc, c'est déjà pour les jeunes, par exemple, on sait très bien que les filles tombent enceintes très tôt. Donc, aujourd'hui, l'avortement au Brésil, c'est un crime. Et bien évidemment, ces évangélistes, quand ils arrivent au pouvoir, donc ils ne font pas voter des lois pour, ne serait-ce que pour ne pas criminaliser l'avortement. Après, on peut discuter, c'est pas en train de faire la militance pour quoi que ce soit, mais c'est juste le non-accès et à des droits finalement, le corps de la femme qui est très sacralisé d'un côté au Brésil et c'est très démantelé de l'autre côté. Donc les jeunes, et bien évidemment, on a parlé avec Robert cette histoire de culte des princesses, par exemple, qui s'est fait aujourd'hui au sein des églises évangéliques. Donc une fille, il faut qu'elle soit vierge, il faut que, on donne juste la main, etc. Donc l'homme, il prend la place en société et dans la famille. Donc la femme, elle n'est pas égale. Donc il y a un tas de choses. Il y a tout le mouvement féministe, finalement, qui a été mené depuis les années 60 au Brésil. Aujourd'hui, cette jeunesse-là, ça m'inquiète plutôt qu'autre chose.
L'exemple que tu donnais, c'est cette jeune femme qui est un peu l'égérie de ce mouvement-là. Exactement. Et qui est en fait la fille d'un groupe, Oui. d'un couple de rockers totalement délurés. Exactement. Voilà. C'est vraiment le contraire de son papa et de sa maman. Qui d'ailleurs était contre la dictature militaire, donc sont des gens très libres, on va dire, physiquement et aussi d'esprit, et parce qu'ils font partie du mouvement, ils ont fait partie du mouvement hippie, etc. Et donc ils ont eu 3 filles, et elles ont été aussi chanteuses à un moment donné. Je crois que ça s'appelle Shiva, pour ne pas dire de bêtises. Donc j'ai du mal avec les noms parce qu'ils sont très très compliqués, les noms de ces filles-là. Et donc là, ça réunit quand même plus de 1500 jeunes filles. Hein. Donc on parle d'une assemblée, on va dire, assez large. Et donc ça s'appelle le culte des princesses, où il y a toute... voilà, ça prône vraiment... C'est comme une armée. Parfois, quand je regarde les films sur YouTube, moi, j'ai un peu la sensation d'avoir une armée de jeunes filles. Voilà, donc je suis faite pour me marier, pour regarder les enfants, pour fermer ma bouche, parce que je n'ai pas le droit de parole, parce que c'est l'homme qui a la parole, parce que c'est l'homme qui apporte aussi l'argent à la maison. Enfin, donc c'est quand même assez impressionnant et qu'on trouve assez facilement. En se baladant à São Paulo, je viens de São Paulo, donc je connais plus São Paulo, on peut croiser assez souvent de jeunes filles qui pensent vraiment que c'est l'avenir finalement, et que le mouvement féministe, ils ne savent pas, sont des filles jalouses des garçons. C'est des choses que j'ai entendues, que je dis ah bon, et que Simone de Beauvoir, elle était très jalouse, hein, des garçons, et donc voilà, et que Simone de Beauvoir ne comprend pas les choses. Donc ça m'inquiète. Donc je suis pas très optimiste, contrairement à Monsieur Moin. Peut-être se tourner un peu vers la... À moins que tu aies quelque chose à ajouter. Oui, j'ai une image un peu différente de la religion, parce que même dans ce quartier dont je parlais, Marais, la religion, c'est le contrepoids contre la violence. C'est les églises évangélistes et catholiques. Oui, je ne suis pas d'accord avec ces idées sur le sexe, mais... là, ils sont une façon d'organisation sociale. Même les trafiquants, ils sont catholiques et évangéliques. Et alors, il fait quelques façons de contrepoids, de dialogue basés dans des valeurs un peu plus, moins commerciales. Je me rappelle d'avoir allé pour un autre travail à Niger, que c'est le pays le plus pauvre du monde, et peut-être le plus musulman aussi. Et tout le monde était musulman. Tout le monde était tellement musulman que si on te disait quelle est ta religion, et tu disais non, moi je ne crois pas à Dieu, il n'entendait pas. Il entendait que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois quelque chose. Mais si tu ne crois pas, c'est dehors son système des idées. Il y a une désorganisation générale de comment comprendre quelqu'un comme ça. Et là, je parlais avec les personnes et j'ai connu un imam de la mosquée. Oui, ouais. imam. Et je lui ai dit, c'est comment cette chose de marier 4 femmes? Il a dit, bon, c'est que le Coran accepte dans quelques circonstances. Je lui ai dit que pour moi c'est bizarre, que c'est mieux si on a un homme et une femme, ou un homme et quelque chose, seulement deux, non pas cette relation de pouvoir collectif vers beaucoup de monde. Mais l'imam m'a donné une réponse très simple. Il m'a dit ça parce que chez toi, les femmes vont à l'université, ont un boulot, et puis ils sont en travail. Ici,
si toutes les femmes qui ne soient pas mariées seront violées et laissées à la rue. Et alors, c'est garantir un mari pour une femme, ici, qu'on n'a pas la police, on n'a pas les juges, on n'a pas tous ces services de l'État, c'est une façon de protéger les femmes. C'était très pratique. Ça nous emmènerait dans un autre débat. Là. Ce que je voulais dire, c'est que la religion c'est pas un hasard ce que tu disais, que l'Europe occidentale s'est beaucoup plus sécularisée. Bien sûr, parce que l'État a pris toutes les choses que faisait la religion. Alors, la religion fait une labeur sociale dans où l'État ne peut pas. Et la façon de contrarier toutes les choses que je n'aime pas de la religion, et toutes les choses qu'on a parlé ici, c'est renforcer l'État, que l'État fasse les services, la cohésion sociale et toutes les choses que la religion prend en absence de l'État. Il nous reste à peu près un quart d'heure. On a un peu débordé du thème prévu. Si vous voulez nous aider à y revenir en posant des questions directement, c'est le moment. Avez-vous quelques questions à poser ou des réflexions à faire ? Oui, bonsoir. En fait, j'ai une question un peu en général. Bon, comme vous deux, je viens de l'Amérique latine aussi, je suis mexicain et j'ai grandi dans cette... comment on dit, il a énormément de mouvements en Amérique latine. À chaque fois, il a des mouvements des étudiants, il a des mouvements sociaux contre les gouvernements et tout ça. Mais à chaque fois, comme on l'a aperçu sur la vidéo de Chili, il ne se passe rien, en fait. Il a les mouvements au Brésil... pour les Jeux Olympiques, ils ont été faits et on ne voit pas vraiment des gros changements. Bon, moi, je ne pouvais pas les apercevoir. Et au Mexique, on a tous les étudiants qui sont morts, qui personne ne sait où est-ce qu'ils sont. C'est impressionnant, c'est triste. Il ne se passe rien. On sait qu'on a un président débile, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il ne se passe rien. Et il y a énormément de mouvements. Donc, vous, bon, et je voulais juste faire la comparaison avec la France, par exemple. Vous êtes un pays qui aime bien aussi vous manifester. Par contre, là, il a des grosses manifestations et il a toujours un effet. Même si vous allez réussir à faire ou pas ce que vous demandez, les gens ils vous écoutent et il a un effet, il a quelque chose, il a un suivi. Donc, bon, en gros, la question c'est, à votre avis, qu'est-ce qui se passe en Amérique latine? Pourquoi on n'arrive pas à faire les pas, en fait, à faire que les millions de personnes qui marchent en dehors des roues, ils se fassent écouter, ils se fassent entendre? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Voilà. Romain, mexicain, le Mexique. Ben, non, c'est vrai que c'est une question, c'est un constat assez pessimiste et en même temps, c'est un constat qui semble tout à fait solide en fait. Hein. C'est vrai que la réussite de ces mouvements, alors tout à l'heure on voyait cet exemple du Chili, dans beaucoup de cas c'est des mouvements qui arrivent à des échecs, mais bon, en même temps par exemple le mouvement contre la loi travail en France, c'était aussi un échec, donc il y a des voilà, ou à l'autre extrême enfin côté droite, la manif pour tous c'était aussi de fait un échec par rapport à ce que les manifestants voulaient. Donc il y a quand même des mouvements qui ont obtenu des choses, ou en tout cas qui ont profité du contexte, ou qui ont réussi à ouvrir, disons, les possibilités politiques sur le moment. Par exemple, alors, pour revenir un peu là très en arrière, mais au Mexique, un des grands mouvements étudiants avant 68, c'est 1929, et ce mouvement réussit à obtenir
l'autonomie de l'université, bon, voilà, c'est un legs, c'est très institutionnel finalement, mais c'était une demande et qui a été obtenue. 1968 a débouché sur une tragédie au Mexique, sur le massacre des 200 ou 300 étudiants qui étaient sur la place des Trois Cultures. Bon, c'est des éléments qui sont connus, mais après, reste que la phase suivante, le gouvernement suivant, Luis Echeverría, a oscillé entre répression et aussi cooptation, aussi ouverture. Donc, effectivement, c'était une tragédie, ce mouvement de 1968. Reste que s'il n'avait pas été là, la structure du pouvoir aurait été sûrement différente. Bon, mais c'est sûr que ce n'est pas une réussite palpable, tangible sur le moment. Ceci dit, c'est vrai que ces mouvements forment des générations politiques et que, disons, le changement est plus progressif. Bon, reste à voir si les contextes sociaux, les contextes politiques permettent ou pas à ces générations d'orienter le pouvoir. Je vais peut-être reformuler la question là. Monsieur demandait pourquoi en Amérique latine il y a beaucoup de mouvements, mais que selon lui, ça se termine par rien. Ils n'ont rien. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une malédiction sur l'Amérique latine ou pas là-dessus, quoi? Ah, c'est moi qui dis malédiction. Voilà. Moi, je pense que ailleurs, on n'obtient pas de résultats, mais c'est qu'auparavant, il y avait déjà des structures instituées. C'est-à-dire que c'est vrai qu'après mai 68, il y a eu quelques réformettes, quelque chose comme ça, mais rien n'a changé dans le fond. Non, la question, c'est que le point de départ n'est pas le même. Là, ici, vous avez un État qui était bien institué par la République, qui a commencé à se corrompre lentement, mais quand même qui était fondé sur quelque chose de stable, avec des institutions. Ici, vous avez eu, ne serait-ce que du point de vue social, des protections pour les travailleurs, des protections pour les maladies, des assurances sociales, enfin, vous aviez un minimum institué. En France, d'ailleurs, c'est ce minimum qui commence à être rongé un peu partout par la tendance de privatisation et de néolibéralisme, mais il y a ça. Alors que dans les pays d'Amérique, on est parti pratiquement du chaos, d'États qui sont récents, qui n'ont pas une base très solide, où la corruption est allée beaucoup plus facilement qu'ailleurs. Mais je pense que finalement, le problème, c'est l'importance, si vous voulez, c'est beaucoup plus la capacité d'énergie et la volonté d'autre chose qui doit être maintenue et sauvée. Moi, je crois que l'Amérique, par exemple, les réformes, la Bolsa Familia de Lula, c'est quelque chose qui va subsister encore pendant un temps. On ne sait pas combien. Il y a quand même des choses qui arrivent. Mais en Amérique latine comme ailleurs, j'ai cité tout à l'heure l'exemple de ce qui m'a vraiment ému, c'est-à-dire ces initiatives où l'on réussit à empêcher des enfants de glisser vers la délinquance et de les réhabiliter, ça ne marche que si c'est entretenu sans arrêt. Si cet effort s'arrête à nouveau, tout va retomber. Mais c'est comme dans la vie, ceux qui ne se régénèrent pas dégénèrent. Nous-mêmes ici, nous avons eu une démocratie qui ne s'est pas régénérée, elle a dégénéré. On va voir ce qui va se passer maintenant. Mais enfin, vous savez, c'est un peu ça le grand problème. Donc, moi, je crois que, malheureusement ou heureusement, l'histoire est faite de discontinuité, de rupture, d'événements, de changements d'orientation.
ce qu'il faut, c'est maintenir un peu notre cap, maintenir nos refus, parce que les non que nous disons quand il y a une oppression, qu'il y a une dictature, signifient en fait un oui à la liberté et à une autre vie. Donc, si vous voulez, moi je crois que dans ces périodes très dures, il faut continuer, il ne faut pas se décourager, nous sommes dans une aventure. L'histoire de l'humanité, des sociétés, a toujours été une aventure aléatoire. Nous sommes là-dedans. Nous avions peut-être perdu cette idée. Nous avons cru que des choses allaient pouvoir rester. Nous n'avons pas compris que rien n'est irréversible. Regardez la torture qui avait été supprimée dans les pays d'Europe au XIXe siècle. Malheureusement, ils ne l'avaient pas supprimée dans leurs colonies, mais enfin, en Europe, c'est éprouvé. Et là, au XXe siècle, on l'a trouvée dans tous les pays d'Europe, y compris la France pendant la guerre d'Algérie. Donc, si vous voulez, rien n'est irréversible, rien n'est acquis. On est dans l'aventure. Caminante non hay camino. Camino, c'est hasard andar. C'est la seule morale qu'on puisse avoir. Il est 18h, Edgar Morin devrait pas tarder à partir, un taxi l'attend, pas très loin. Peut-être on peut prendre une dernière question. Voilà. Bonjour, Boumediene Bekaled, passager du temps contemporain. La question que je me posais concernant la jeunesse, c'est au vu de tout ce qui a été dit ici, qu'est-ce qu'on peut attendre de la jeunesse? Est-on en droit d'attendre quelque chose de cette catégorie qui semble être homogène et qui ne l'est pas en réalité? Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle, quel que soit le pays où elle agit? Le futur, peut-être. Autrement dit, la jeunesse serait l'avenir? Par définition. Oui. Par définition. Mais ça, c'est le point de vue optimiste. Oui. Mais le point de vue pessimiste, c'est la jeunesse peut-elle être un apport de régression? Vous avez compris la question là? Est-ce que la jeunesse peut être... Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de la jeunesse? Est-ce qu'elle ne peut pas être aussi un apport de régression, tout simplement? Oui. Mais bien sûr, nous avons aussi de très nombreuses expériences, puisque c'est vrai qu'il y a un besoin d'espoir, un besoin de foi. D'ailleurs, on a parlé des évangélistes qui peuvent répondre dans des conditions où l'on doute de tout, de nihilisme, de perte de sens d'une société. On va vers cette foi-là. Bon, nous avons vu le cas des jeunesses hitlériennes qui étaient pleines d'ardeur et d'enthousiasme. C'est-à-dire, évidemment, la jeunesse peut être trompée, elle peut être dupée, mais la jeunesse, moi, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'elle retrouve toujours ses aspirations à une vie meilleure que celle qu'elle voit dans le monde adulte et qu'elle sent que ce n'est pas la vraie vie, que c'est une vie domestiquée, que c'est une vie chronométrée, une vie réglementée, c'est la vie du métro boulot dodo pour parler ici comme à Paris, mais ailleurs. Donc, si vous voulez, il y a dans la jeunesse ce ferment, mais il n'y a pas automatiquement la lucidité, pas plus que chez les adultes d'ailleurs. C'est une chose qui peut venir de l'expérience. Bien entendu, il y a une certaine lucidité qui vous conduit à nouveau à la retombée. On a parlé par exemple de la génération de 68. Ceux qui ont plus cru à des choses qui n'étaient pas vraies, comme par exemple que la Chine était un monde merveilleux, et que dès qu'on a découvert que cette merveille cachait des massacres de masse et des camps de concentration, la déception de découvrir la réalité de ce qu'on avait cru un salut a provoqué une retombée, et beaucoup de ceux de cette génération sont tombés dans un cynisme total, un opportunisme, et se sont rangés dans la société. Mais ça, c'est la vie. La vie, c'est de résister à la dérive. Toutes les tendances vous poussent toujours à dériver, à vous éloigner de ce qui était votre inspiration première, à vous habituer, à vous résigner.
c'est la résistance qui est importante. Parce que je répète, la résistance, c'est pas seulement dire non, c'est pas seulement du refus, ça veut dire toujours l'adhésion à quelque chose de mieux. Et c'est ça qu'il faut sauvegarder. Je voudrais dire quelque chose que vous m'a fait penser, et votre question m'a fait penser, et que je crois que c'est intéressant. C'est la première fois que je n'ai pas une statistique. C'est un commentaire très impressionniste. Mais j'ai l'impression que par première fois, à l'Amérique latine, les jeunes pensent généralement qu'ils vivent meilleur que ses parents et ses enfants seront meilleurs qu'eux. Et à l'Europe, c'est par première fois le contraire. Les gens pensent que sa vie est meilleure que ses enfants et pire que ses parents. Et ça change tout pour tous les deux. Si certains veulent continuer là, avec Santiago, il va signer ses livres là maintenant, à la librairie. Là. Merci à tous. Edgar Morin doit partir. Désolé s'il y avait encore d'autres questions et en espérant se retrouver très prochainement. Peut-être juste pour vous montrer quelque chose qu'on voulait, enfin vous faire entendre surtout, un peu de musique qui va vous étonner sans doute, j'espère, vous plaire peut-être. Voilà. C'est du rap, mais c'est du rap en maya. C'est juste pour montrer comment la jeunesse est capable, tout en intégrant les nouveaux codes dont vous parliez tout à l'heure, de se réapproprier aussi et d'affirmer ses racines, ses origines et de se retourner vers ça, vers la Pachamama. Je suis désolé, j'y reviens encore, quoi. Mais c'est important de la défendre, je crois. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci de votre présence. Donc vous pouvez retrouver Santiago tout de suite là en sortant de la salle. Et je vous annonce que demain, Primavera continue avec le concert à 20h30. Donc prenez vos places et nous aurons encore le plaisir de terminer de façon beaucoup plus festive ce troisième festival de Primavera Latina. Encore merci à nos partenaires et écoutez, bonne fin de semaine.